Bonjour ou bonsoir, il est 19 heures et ce soir on est 19 heures sur Radio TLA. On parle de ces instants où on découvre le théâtre et le spectacle. Radio TLA, le 19h. En évoquant la découverte du spectacle vivant, ça revient à un moment fort, un cours de français, un cours de théâtre, une option théâtre même au cœur d'une scolarité. Quelle importance ont ces options théâtre? Comment sont-elles inventées, défendues? Et dans le temps, comment peut naître d'un moment au lycée une vie tournée vers le théâtre et le spectacle vivant? Bonjour Anne Muffan du TLA, du Théâtre Aragon. Bonsoir. Bonjour Vincent. Pour en parler, on a beaucoup d'invités ce soir avec nous, Anne. Eh bien Vincent, nous recevrons d'abord Philippe Guyard, agrégé d'histoire-géographie et professeur en Seine-et-Marne. Il est depuis 2018 le directeur de l'Association nationale de recherche et d'action théâtrale, l'ANRAT. Cette association travaille au quotidien et sans relâche à valoriser le spectacle vivant, sa pratique et sa diffusion dans le milieu scolaire. Ensuite, nous recevrons Laura Midi, professeure dans un lycée à Sevran. Elle nous dira en quoi elle voit l'intérêt extrêmement fort d'une pratique théâtrale dans la scolarité. Et pour commencer, Anne, on propose à nos auditeurs et spectateurs d'entendre et de voir même le témoignage d'Elvis que l'ANRAT avait réalisé dans les murs du théâtre il y a quelques mois maintenant. Elvis, il nous parlait donc de son rapport au théâtre et de sa découverte du théâtre. On regarde ça tout de suite. Bienvenue, c'est le 19h de Radio TLA. Radio TLA. Le théâtre pour moi, ça ne m'a pas apporté l'envie d'être comédien. Non, ça m'a apporté autre chose. Une liberté, une émancipation du regard. Un jour, en arrivant au collège Claude Debussy à Aulnay-sous-Bois, un enseignant m'a dit « Elvis, tu veux rentrer dans le groupe de théâtre que j'ai créé ?» J'ai dit oui. Grâce au théâtre, j'ai créé un autre monde. J'ai créé ma vie. J'ai 19 ans, mais aujourd'hui, je dirige une ONG qui compte 237 établissements dans 11 pays d'Afrique. Le théâtre m'a apporté tellement que je mourrai dans le théâtre. Je ne vais pas mourir dans le théâtre en tant que comédien, mais je vais mourir dans le théâtre en tant que spectateur. Enlever le théâtre à un enfant, enlever le théâtre à la vie d'un jeune, c'est lui enlever une partie de sa vie, je trouve. Installer le théâtre pour tout le monde, de la maternelle jusqu'en terminale. C'est ce qui devrait être fait dans tous les établissements de France. Garder le théâtre. Garder le théâtre comme un combat. Garder le théâtre comme une épée contre l'ennui. Le théâtre crée une vie. Voilà pour ce témoignage, celui d'Elvis. Il y en aura d'autres tout à l'heure dans ce 19h. On a vu la semaine dernière, Anne, dans l'émission Le TLA toujours en action, on vous met le lien dans la description, que les actions artistiques représentaient un volet hyper important de l'activité du théâtre, Anne. Alors oui, en effet, les actions artistiques, ça représente à peu près 525 heures d'ateliers autour des résidences de territoire de la danse et 177 heures d'actions plutôt en milieu scolaire. Donc ça représente un peu plus de 100 jours de présence sur le territoire. Donc peut-être, quand vous avez écouté l'émission de la dernière fois, vous vous êtes peut-être dit d'accord, mais pour qui et surtout pourquoi toutes ces actions? Donc, au Théâtre Le Aragon, nous défendons l'idée que les arts et la culture sont des droits fondamentaux pour toutes et tous et que nos lieux, nos structures culturelles ont le devoir de donner et de faciliter l'accès aux œuvres et à leurs créateurs. Donc, pour ce faire, nous construisons des parcours artistiques avec un maximum de partenaires de Tremblay en France et de ses alentours. Ces parcours peuvent prendre des formes très variées qui vont de la rencontre d'une œuvre et d'assister à une radio TLA à l'issue du spectacle, mais aussi aux projets beaucoup plus conséquents sur une année ou plus, avec des ateliers de pratique, un parcours de spectateur, une visite technique, des temps d'échange avec l'équipe des actions artistiques, pourquoi pas une restitution de projet, mais aussi en passant par l'accompagnement de projets beaucoup plus singuliers avec des habitants du territoire.
Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux liens qu'entretiennent les arts vivants et le milieu scolaire, et plus particulièrement la capacité des artistes à provoquer des transformations et de l'émancipation chez les jeunes dans le cadre scolaire. Et avec nous aujourd'hui pour en parler, c'est Philippe Guyard qui est directeur de l'ANRAT, c'est l'Association nationale de recherche et d'action théâtrale, Anne. Oui, alors depuis les années 80, l'association milite pour, je cite, inscrire l'éducation artistique dans l'ordinaire de la formation générale de tous les jeunes, dans et hors temps scolaire. Elle affirme également dès le départ que les arts sont des vecteurs pédagogiques de l'émancipation, de la transformation et un espace de construction des citoyens, et par conséquent qui jouent un rôle essentiel dans le parcours éducatif de tout enfant et jeune. Par le passé, elle a favorisé le développement de toutes les formes de pratiques artistiques à l'école, des options théâtre en lycée, des ateliers théâtre, des classes à Pâques, projets artistiques et culturels, jumelage et autres dispositifs permettant la rencontre avec les artistes et les œuvres. Et Philippe Guyard est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue au micro de Radio TLA. Anne, on a une première question pour Philippe. Oui, tout à fait. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur de l'ANRAT, mais avant cela, vous avez été enseignant d'histoire-géographie au lycée Jean Moulin à Torcy, en Seine-et-Marne, et professeur relais auprès de la Ferme du Buisson, scène nationale de Noisiel. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces années et nous dire quels ont été les processus de transformation et d'émancipation que vous avez pu observer chez ces jeunes dans le cadre d'un projet et d'un parcours artistique ? Alors déjà, en tant qu'enseignant, moi, très très vite, le rapport simple enseignant-élève ne me convenait pas tout à fait. C'est-à-dire que très vite, j'ai essayé de trouver des modalités d'une autre approche, d'un autre rapport à l'élève dans le cadre de mon métier. Donc, j'ai monté des clubs divers et variés avec des enseignants de philo, avec d'autres collègues, jusqu'au moment où j'ai eu la chance et le bonheur de monter un club de théâtre avec 2 enseignantes amies donc qui s'est peu à peu développé. Et ce club s'est peu à peu transformé en atelier artistique, puis en option, voilà, c'est consolidé. Et cette pratique m'a permis de mesurer combien le théâtre pouvait réellement participer à ce processus d'émancipation de l'élève. Et ce pour différentes raisons. Déjà, le théâtre, c'est la possibilité pour le jeune de participer individuellement à un projet de création collective. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup, je participe à une démarche collective tout en pouvant investir ma propre spécificité, ma propre identité dans ce projet collectif. C'est-à-dire que c'est la reconnaissance de l'individu avec ses spécificités au profit d'un projet commun. Et ça, c'est une dimension, à mon avis, absolument fondamentale dans le théâtre. Il y a un autre aspect, c'est la question du regard. Pour moi, elle est essentielle, la question du regard au théâtre. C'est-à-dire que, et je l'ai constaté en particulier au fur et à mesure des années, que cette question de se regarder, d'accepter de regarder l'autre, elle devient aujourd'hui absolument essentielle à l'école. C'est-à-dire que c'est comment regarder l'autre dans son être et pas simplement dans son image. Et cet élément-là, pour moi, est fondamental. Pourquoi ? Parce que le théâtre, finalement, c'est le moyen pour l'élève de construire ou de découvrir, ça peut être les 2 processus en même temps, son identité par la prise en charge d'une parole écrite par un autre. C'est tout c'est ce qui peut paraître un paradoxe, mais finalement, il n'en est absolument pas un. C'est tout d'un coup l'incarnation d'un propos qui me permet d'investir un élément de moi en écho à ce propos. Et donc, de consolider cette approche-là, cette identité-là, par cette incarnation d'un verbe, en fait, d'un verbe qui vient d'un autre. Au-delà, c'est aussi un moyen, du coup, pour le jeune d'avoir un autre regard sur lui-même. C'est-à-dire que, tout d'un coup, je me définis plus comme élève, je me définis comme être. Et ça, c'est le théâtre qui me le permet. C'est-à-dire que tout le système scolaire, finalement, est construit sur cette identité élève. Et de fait, le jeune, quand il entre dans l'espace scolaire, devient élève. Et tout d'un coup, par le théâtre, il peut redevenir jeune.
Il peut redevenir un être en construction. Et du coup, les autres peuvent le regarder à nouveau en tant que tel. Non pas en tant qu'élève, avec le regard que l'on a sur l'élève dans la classe, etc. C'est-à-dire c'est en tant qu'individu, avec toutes ses spécificités, toutes ses forces et ses fragilités. Et cette fragilité, elle devient un atout. C'est-à-dire que la fragilité peut devenir un atout, en particulier dans le processus de création théâtrale. Et donc, pour moi, c'est vraiment dans la transformation, dans l'émancipation, voilà, c'est vraiment un passage qui me paraît absolument fondamental. Quand je parle de regard, c'est aussi le regard que l'enseignant porte sur l'élève. C'est-à-dire tout enseignant qui, à un moment donné, s'investit dans un projet théâtre, apprend à regarder autrement le jeune qu'il a face à lui. Justement, ne le voit plus comme élève, le voit comme un être en recherche, comme un être en construction, et avec là encore, toutes ses forces et ses fragilités, et construit à partir de ses forces et ses fragilités. Il y a vraiment, tout d'un coup, je suis obligé de prendre en considération l'identité même du jeune dans mon accompagnement. Et ça, d'un point de vue pédagogique, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que tout d'un coup, je repars de l'essence même de l'individu que j'ai en face de moi pour le mener à autre chose. Mais je suis obligé de partir de ce qu'il est, et non pas de partir de son statut d'élève. D'où la nécessité et l'engagement permanent dans le développement de la pratique du théâtre. En quelques mots, ce que je dirais par rapport à cette question-là. C'est parfait. L'engagement, il continue avec l'ANRAT aujourd'hui, Anne, pour Philippe Guyard. Oui. Oui, tout à fait. J'allais justement dire ça. Vous êtes désormais directeur de l'ANRAT. Pouvez-vous nous dire un petit peu quels sont les combats menés, les gros dossiers menés là en ce moment par l'association? Je pense notamment à la réforme du lycée et à ce que ça modifie auprès des options théâtre, à l'opération Les enfants du siècle perdent la parole, et aux défis libéraux Molière, entre autres. Alors, il y a, en fait, voilà, c'est trois axes essentiels aujourd'hui dans l'activité de l'ANRAT, mais qui partent tous d'un même constat. C'est-à-dire, le constat, c'est la question de la place du théâtre aujourd'hui. Quelle est la place du théâtre aujourd'hui, et en particulier à l'école, et comment travailler cette place. Le premier problème que l'on constate, c'est qui est à la fois un problème et un atout, c'est que l'essentiel des jeunes aujourd'hui rencontrent le théâtre grâce à l'école, à une immense majorité. Donc ça, c'est un premier constat. C'est-à-dire que c'est un enjeu clé pour tous ceux qui ont conscience de tout l'intérêt du théâtre dans le processus de civilisation, etc. Donc, partir de ce premier constat. Le problème, c'est quelles sont les modalités de cette rencontre. Comment faire pour que cette rencontre fonctionne et génère de l'envie de pratique, quand je dis de pratique, c'est à la fois pratique artistique, mais aussi pratique de spectateur. C'est comment ouvrir le regard, permettre que cette rencontre aboutisse à une ouverture du regard et une curiosité du jeune. Et donc, du coup, d'où ces différents axes. C'est-à-dire, il y a un constat, hein, je pense qu'on le partage tous, c'est l'éloignement a priori des jeunes aujourd'hui par rapport au théâtre. C'est-à-dire, le théâtre, ce n'est pas pour nous. Et j'ai l'impression, moi, que ce constat, en fait, cette a priori-là se développe de plus en plus parce que le théâtre est peut-être moins soutenu par tout un tas de référents pour les jeunes et que du coup, c'est vraiment à reconstruire. Donc ça, c'est le premier enjeu. Comment rechanger un peu l'image du théâtre. L'image du théâtre, alors là, si je prends par exemple l'opération Molière, c'est pour nous un élément clé. C'est-à-dire que quand je dis le jeune rencontre le théâtre à l'école, c'est aujourd'hui très souvent par Molière. Voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup, moi en tant qu'enseignant dans une option théâtre ou dans des clubs et des ateliers théâtre, quand je demande à un jeune quand il arrive en seconde, pour toi qu'est-ce que c'est le théâtre, et bien souvent la référence ça va être Molière, ça veut dire et avec une image très particulière de Molière, c'est-à-dire théâtre en costume, un texte qu'on ne comprend pas toujours, qui nous paraît très éloigné, etc. Donc du coup, c'est de repartir de cette réalité-là pour essayer de changer ce regard au moment de la rencontre même. Et de proposer tout un tas d'éléments pour que les enseignants qui organisent cette rencontre l'abordent autrement. C'est-à-dire tout d'un coup que Molière ne soit pas
simplement un auteur de texte. De rappeler que déjà Molière, de toute façon, ces textes, il ne les écrivait pas avant de les mettre au plateau. Ces textes n'étaient publiés, étaient systématiquement publiés après la création au plateau. C'est-à-dire pour Molière, le texte ne fait sens que parce qu'il est joué. Ne fait sens que parce qu'il est incarné au plateau. Donc déjà de revenir à cette évidence-là. Je ne parlerai peut-être pas d'écriture de plateau parce que ça serait un anachronisme. Ouais. Et pourtant, on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de cette réalité-là. Et donc, c'est comment faire pour que les jeunes abordent autrement Molière. Et dans le cadre de l'opération Molière, on lance un défi Molière, justement, qui se veut extrêmement ludique, qui se veut aussi de partir de ce que les élèves, les jeunes aiment faire aujourd'hui. Je parle des élèves, mais ça ne s'adresse pas qu'aux élèves, d'ailleurs. Ça s'adresse aux jeunes en général et même à tous au-delà. Ça peut être, par exemple, de réaliser des petites capsules vidéo, à l'image de ce que beaucoup font avec TikTok, de partir aussi de cette réalité du jeune aujourd'hui, pour comment, à partir de ses propres outils, de ses propres appétences, il peut rencontrer Molière. Et il peut renouer justement cette rencontre avec Molière et avec toute la force quand même de cette écriture de Molière, parce qu'on la remet au plateau, parce qu'on la remet en jeu, littéralement. Mais c'est aussi, pour que cette rencontre se fasse, il y a tout le volet formation, c'est-à-dire qu'on développe tout un volet formation auprès des enseignants. C'est comment aider les enseignants justement à aborder Molière autrement que comme un texte littéraire. Qu'une pièce de théâtre de Molière, ce n'est pas qu'un texte littéraire, c'est d'abord quelque chose qui a été pensé pour le plateau. Et donc de donner des outils pour justement tenter l'expérience avec des jeunes, je ne pars pas du texte comme matériau littéraire, je pars du texte comme matériau de plateau. Donc des exercices de jeu, tout un tas de propositions. Et là, on développe un site spécifique sur cette opération, justement, où les gens pourront trouver tout un tas de ressources, tout un tas d'exemples, etc. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est quand je dis le théâtre, ce n'est pas pour nous, c'est aussi la question de comment le jeune peut se sentir chez lui dans un théâtre. Et pour nous, ça, c'est aussi une dimension fondamentale. C'est-à-dire que c'est cette question de... beaucoup ont un peu peur de cette barrière symbolique qui est l'entrée d'un théâtre. Et comment aider à franchir cette barrière. L'un des éléments qui peut aider, c'est tout d'un coup que le public qui fréquente les salles de spectacle comprenne mieux pourquoi il peut y avoir des jeunes dans une salle et qu'est-ce qu'ils y font et quel est le plaisir qu'ils y trouvent. Et ça, c'est l'opération le 27 mars, les enfants du siècle prennent la parole. C'est-à-dire, c'est l'idée que tout d'un coup, les jeunes témoignent auprès d'un public qui vient voir un spectacle ce soir-là, dans un théâtre, quel qu'il soit, que ces jeunes témoignent du plaisir qu'ils trouvent à pratiquer le théâtre, soit au plateau, soit en tant que spectateur. Et du coup, pour que le public prenne mieux conscience de tout ce que leur apporte cette pratique. Et qu'il change parfois, parce qu'on a quand même des expériences pas toujours heureuses de public qui, soit explicitement, soit implicitement, manifestent le fait qu'ils ont une appréhension à voir des jeunes dans des salles, sur la façon dont ils vont se tenir, sur la façon dont ils font recevoir le spectacle. Et ça, c'est toute l'opération du 27 mars, qui pour nous est absolument fondamentale. Et au-delà, au-delà de ces deux axes, c'est l'idée de comment renforcer vraiment par tous les dispositifs qui peuvent exister et au-delà, comment renforcer la pratique du théâtre à l'école. Alors, Anne, vous aviez posé la question tout à l'heure de la question des options théâtre, des enseignements de théâtre, et ça, c'est en particulier dans le cadre de la réforme des lycées. C'est en effet un enjeu, c'est d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est un enjeu à la fois essentiel et à la fois quand même dont il faut rappeler l'impact. Les enseignements de spécialité en France aujourd'hui, c'est environ 4000 élèves à travers toute la France. 4000 élèves, il faut savoir qu'il y a plus d'1 600 000 lycéens. Et là, je ne parle pas des lycées professionnels, je parle que des lycéens dans les filières générales et technologiques. Donc, on voit bien que de toute façon, c'est une entrée fondamentale parce que c'est une entrée très exigeante, mais en même temps, ça ne concerne qu'une infime minorité d'élèves. Et comment à la fois défendre ça, parce que quelque part, c'est pour nous une forme de locomotive, ces enseignements, de locomotives qui peuvent donner envie de faire tout un tas de choses autour du théâtre à d'autres. Mais voilà, il faut à la fois consolider ce statut de locomotive, mais ne pas s'arrêter à cela. C'est-à-dire comment ouvrir le champ, comment permettre
à d'autres d'envisager, je dirais, l'entrée dans la pratique du théâtre. Et c'est comment permettre à ceux qui n'oseraient pas peut-être s'engager dans un enseignement, parce que c'est toute la difficulté, hein, c'est-à-dire que il faut absolument ne pas s'arrêter aux enseignements, mais multiplier les occasions de la rencontre. Et donc, je disais que l'ANRAT, l'enjeu de l'ANRAT, c'est justement de trouver tous les leviers, finalement, qui permettent de faciliter cette rencontre. Tous les leviers, et cette rencontre en particulier du théâtre dans le cadre scolaire et périscolaire. Comment faciliter l'occasion, finalement, l'occasion qui va mettre le pied à l'étrier pour avoir envie d'aller plus loin, pour avoir envie de découvrir autrement, pour nourrir cette curiosité. Et ces leviers, donc, ils sont extrêmement multiples. Et d'où le fait que l'ANRAT s'investit tout autant dans ces questions auprès des jeunes qu'auprès de tous les adultes référents pour les jeunes, et en particulier les enseignants. Les enseignants ou les équipes éducatives, mais aussi côté relations publiques, c'est-à-dire que les formations, on fait des formations conjointes entre le monde justement de la culture et le monde de l'enseignement. Ça nous paraît essentiel. C'est faciliter tout ce qui pourrait freiner justement cette opportunité-là de s'engager dans le théâtre et de trouver tous les leviers possibles pour développer le théâtre. Et y compris pour consolider justement cet élément phare de la pratique du théâtre à l'école que sont les enseignements. Merci beaucoup Philippe Guyard. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci Philippe. Merci. On retrouve tous les travaux et tout ce que vous relevez à l'ANRAT. C'est sur le site internet anrat.net. On vous met ça dans la description pour retrouver les infos, notamment sur le 27 mars. Les enfants du siècle prennent la parole. Le TLA y participera bien sûr. Et puis le défi Molière. Voilà, on en a beaucoup parlé. Vous retrouvez tout ça sur anrat.net. Merci Philippe et merci Anna tout de suite. C'est le 19h du 1er décembre. On continue maintenant, Anne, et on part sur le territoire avec une professeure qu'on aime bien à Sevran. Oui, avec Laure à midi. Laure, tu es aujourd'hui professeure de lettres au lycée Blaise Cendrars à Sevran. Avant cela, tu as été comédienne pendant quelques années avant de te tourner vers l'enseignement des lettres modernes et du théâtre. Tu poursuis en parallèle des collaborations avec des artistes en tant que dramaturge ou conseillère littéraire, notamment auprès de Mohamed El Khatib ou Sylvain Riéjou, pour ne citer que. Laure est avec nous par téléphone. On travaille ensemble depuis plusieurs années maintenant. Depuis que tu as repris l'atelier théâtre au lycée Blaise Cendrars, c'était en 2013. Quelles étaient, Laure, tes envies à ce moment-là, quand tu as repris cet atelier théâtre, tes attentes ? Alors, à ce moment-là, c'est surtout que je trouvais ça trop dommage qu'il n'y ait plus d'activité de théâtre au sein du lycée, alors que moi, j'avais reçu cette formation de comédienne, et puis que ça avait été ma première expérience professionnelle. Et jusqu'alors, j'avais plutôt envie de cloisonner. Je m'étais toujours dit que jamais j'enseignerais le théâtre. Mais en fait, c'était l'occasion pour moi de tenter cette transmission. Et j'avais vraiment envie de pouvoir transmettre ce qui avait été essentiel pour moi quand j'avais à peu près l'âge des élèves, quand j'étais moi-même adolescente. Et ce qui avait été essentiel pour moi, c'était de découvrir la liberté de la scène, le fait de partager un imaginaire, de porter des textes, de les comprendre et de les faire comprendre différemment que ce qu'on peut faire par exemple en cours de français. Et puis j'y voyais aussi la possibilité de se libérer d'un tas de carcans, parce qu'à cette époque-là, dans l'établissement, je commençais à remarquer que il y avait des inhibitions, certains obstacles à l'expression. Ouais. Et donc je m'étais dit que passer par le théâtre, ça pouvait être un bon moyen. Et aussi d'accompagner les élèves dans un parcours de spectateurs qui soit assez riche.
Et puis, peu à peu, ça s'est mis en place et maintenant, c'est vraiment le cœur de mon métier. Je ne conçois plus maintenant d'enseigner sans enseigner le théâtre, quoi. Ouais, et très vite, Laure, tu as envisagé aussi le travail théâtral avec une rencontre inaugurale presque avec un chorégraphe. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi travailler le théâtre dans cet ordre? Est-ce que après ça ouvre, est-ce que ça ouvre auprès des jeunes? Est-ce que ça a ouvert auprès des jeunes, Laure? Ouais, ça pour moi c'est vraiment très important. Enfin, c'est même une évidence, donc c'est pour ça que c'était vraiment aussi une sorte de signe, et puis ça m'a encouragée à mettre en place l'atelier, de savoir qu'il y avait le TLA juste à côté, parce que pareil, je pense que ça vient aussi de ma formation où le corps a été très important, parce que moi j'ai commencé par la danse, je suis arrivée au théâtre par la danse, et puis j'ai travaillé le clown, le jeu masqué, par exemple. Et en fait, pour moi, le théâtre, c'est vraiment pas un art oratoire ou un art de la parole. Enfin, en tout cas, c'est pas que ça. Et que le théâtre, c'est d'abord un corps dans l'espace. Et que, en fait, il y a plein de choses infra-langagières. Il y a plein de choses qui peuvent s'exprimer. Par exemple, en improvisation, il y a plein de choses qui peuvent s'exprimer en dehors de la parole. Et pendant plusieurs semaines, en fait, je fais travailler les élèves sans la parole, et c'est déjà une énorme traversée, et on pourrait travailler peut-être des années comme ça sans la parole. En fait, ça permet aussi, je trouve que ça permet vraiment d'aider justement à désinhiber les élèves qui ont comme une crainte aussi de la parole, avec l'impression qu'il faut dire quelque chose d'intelligent, de structuré, ou alors ça évite l'idée un peu du théâtre comme récitation ou comme profération, où ça évite le bavardage. Enfin, pour moi, ça recentre vraiment sur l'essentiel. Et puis, travailler avec les chorégraphes, là, souvent, au sein du TLA, c'est aussi un moment où il y a où les élèves, pour la première fois, se concentrent, enfin, quelquefois pas pour la première fois, parce qu'il y en a qui ont fait du sport, de la danse, etc. Mais alors là, c'est vraiment un gros travail de conscientisation, en fait, du corps, de tout ce qu'il peut raconter. Il gagne en confiance énormément, parce que il y a plein de choses qui tombent de gêne, d'affirmation, en fait, tout simplement de soi dans l'espace. Et du coup, moi, je trouve que ça fait des acteurs qui après sont plus puissants, parce que la parole, c'est vraiment la partie émergée pour moi de l'iceberg. Et puis, c'est quand le corps est en place, la voix est en place, quoi. Et la voix, elle est juste. Ouais, et en 2017, alors vous présentez Lilium sur la scène du TLA, c'était à l'occasion de CQFD, et après cette restitution, il y a eu l'idée de ne pas s'arrêter là et de poursuivre l'aventure artistique avec ces jeunes gens, ceux qui étaient sur scène pour Lilium, mais pour d'autres aussi, et c'est la naissance de la belle jeunesse. On les a entendus la semaine dernière dans ce 19h, et selon toi, Laure, pourquoi c'est nécessaire de défendre ces actions aujourd'hui? Pourquoi il faut continuer aujourd'hui à défendre ces actions? Ouais, on a envie que ce soit possible, en tout cas, là, même malgré les confinements, les obstacles qui sont ceux qu'on connaît là en ce moment. C'est vrai qu'avec Emmanuel Jouan, ça nous est apparu à l'une comme à l'autre à un moment donné comme une évidence de continuer avec ses élèves. Alors, ça s'est noué autour de cette promotion qui s'était extrêmement engagée dans son année, dans le travail avec les artistes. Et puis, voilà, qui avait produit un spectacle de qualité où il s'était vraiment pleinement engagé, et il y avait quelque chose de frustrant, en fait, chaque année, à voir ces élèves à 17-18 ans partir quelquefois après Avignon, parce qu'on les avait accompagnés à Avignon quelquefois. Et alors à la fois c'est très bien qu'ils aillent découvrir d'autres horizons, mais il y a certains qui avaient cette envie de continuer, et puis donc nous aussi. Et l'idée, c'était de continuer à faire entendre les voix de cette jeunesse là, qui sont quand même encore peu entendues et sur les scènes et par la société, même s'il y a plein de choses qui se font. Il y avait aussi l'idée qu'à Sevran, à Tremblay, il y a une jeunesse
aussi un peu particulière dans la mesure où à la fois c'est une jeunesse de banlieue du 93, mais en même temps pas de la petite couronne, un peu plus loin avec des problématiques aussi un peu différentes et puis en même temps qui rejoint un universel, hein, bien sûr, de la jeunesse de 2020 et puis peut-être de toutes les jeunesses. Donc il y avait l'idée de faire entendre leur voix, mais en partant d'eux, en travaillant avec eux, puis à partir d'eux, et en continuant à être exigeant au niveau des textes, du travail avec des artistes, de continuer à explorer aussi des formes de théâtre, d'engagement, sans être dans quelque chose de figé. Et en faisant ce travail-là, l'idée aussi d'Emmanuel Jouan, au départ, c'était de se dire que le TLA, ça pouvait devenir un chez eux, pour ces jeunes-là, une sorte de maison, et dans laquelle ils ne se reposent pas, ou du moins ils ne font pas que se reposer, mais dans laquelle ils pourraient s'engager à plein d'endroits, de communication, de médiation, de formation même. Et c'était une sorte de rêve. Et puis là, depuis 2 ans qu'on met ça en place, on voit qu'il y a des choses qui sont possibles. Et il s'agissait, je crois, pour nous de se dire qu'on pouvait les légitimer vraiment à cet endroit-là, et de l'action et de leur action artistique, de ce qu'ils sont capables de faire sur un plateau, mais aussi de les légitimer en tant que personnes ayant des choses intéressantes à dire, à proposer, à faire. Et du coup, ça devient assez... Il y a quelque chose d'un devenir citoyen, en fait, aussi dans cette action-là. On ne savait pas qu'on avait toute cette période très bouleversée là, à traverser, mais ça devient... Moi, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus nécessaire parce que je vois que les dernières promotions là au lycée, elles ne peuvent plus avoir accès à l'atelier théâtre parce que c'est difficile là de faire du théâtre. On est masqué, on est en demi-groupe et du coup c'est aussi un espace de liberté qui se restreint. Donc ça semble encore plus important d'avoir un espace pour s'exprimer, pour faire entendre sa voix. Et continuer à essayer d'expérimenter des choses et que eux ils puissent nous surprendre et que nous on puisse les légitimer à une place qu'ils doivent prendre, même si ils ne s'y sentent pas au départ autorisés ou si la société ne les y invite pas forcément quoi. On a l'idée de continuer à ouvrir en fait cette belle jeunesse en continuant à accueillir différents profils. Pour aussi montrer la pluralité de cette jeunesse, de ces voix. Merci beaucoup Laure, merci pour ces mots. Vous continuez donc à accompagner la belle jeunesse ici au TLA et puis vous êtes toujours à Sevran, lycée Blaise Cendrars. Merci Laure, la belle jeunesse vous intéresse, vous voyez, on lance un appel aussi, pourquoi pas, vous nous appelez, vous nous écrivez à radio@tla-tremblay.fr. Merci Laure. Et pour terminer ce 19h, c'est un témoignage maintenant, celui d'Alan, jeune adhérent de la belle jeunesse. Il nous raconte un moment fort de sa vie de spectateur. Ça se passe en juillet 2016 au Festival d'Avignon. C'est parti. Je pense que mon souvenir de spectateur le plus marquant, ça devait être en 2016 à Avignon, quand on est allé voir les damnés. J'étais en terminale au lycée Blaise Cendrars à Sevran, et donc dans l'option théâtre de l'heure à midi. Et à la fin de l'année, on avait pour projet de partir à Avignon. Ce dont on a bénéficié, c'est une aide, mais de la part de la ville de Tremblay en France, et plus particulièrement du Théâtre Louis Aragon, puisque c'est grâce à eux totalement qu'on a pu partir à Avignon, en fait, avec tout le groupe de théâtre de la terminale, plus quelques autres élèves du lycée. Donc cette année-là, en 2016, on est parti à Avignon. C'est un souvenir très particulier. Ne serait-ce que la première fois qu'on arrive à la gare, une fois qu'on sort de cette gare, Avignon Centre, le souvenir, il restera gravé à jamais, je pense, quand on arrive et qu'on voit toutes ces affiches, tous ces gens qui déambulent, et en fait, cette effervescence et cette énergie, se dire qu'il y a autant de gens
qui sont là pour ce festival, qui sont là pour venir voir des pièces de théâtre, de la danse, du cirque, de l'humour. C'est incroyable en fait. Et donc cette année-là, en fait, on avait une sorte de parcours de spectateurs qui était prévu. On a vu 4-5 pièces qui étaient prédéfinies. Plus on pouvait en voir d'autres si on en avait l'envie. Et donc ce 14 juillet 2016, on va voir les damnés dans la cour d'honneur du Palais des Papes, ce qui n'est pas rien, parce que c'est encore une première fois pour nous de débarquer dans cette cour d'honneur du Palais des Papes qui est immense, avec un gradin gigantesque. Et je me souviens, ce soir-là, il y avait François Hollande et Manuel Valls qui assistait aussi à la représentation, ce qui fait que devant la cour d'honneur du Palais des Papes, à l'entrée, il y avait une sorte de rassemblement, il y avait une manifestation en fait pour protester contre les décisions du gouvernement de cette année-là. Et donc, pendant la représentation, on entendait un peu le bruit des manifestants, mais c'était à la fois dérangeant, mais dans l'ambiance, vu que c'était un spectacle qui était assez dense et assez dur en fait à vivre, et ces cris de gens par-dessus les murs et par-dessus le vent, ça rajoutait quelque chose de plus tendu en fait dans cette atmosphère. Et en fait, ce qui m'a finalement le plus marqué, c'est la fin de la pièce qui est vraiment très 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 violente. Quand on se la prend dans la figure, c'est une sorte de choc en fait, surtout quand on est un jeune spectateur comme nous on l'était à l'époque. Et moi-même, cette fin qui est vraiment très très crue, très dure, où on se prend en pleine figure en fait, un écran épileptique et ces bruits très forts et très sourds d'armes en fait, avec Danny Podalides qui est nu sur scène, qui se verse des cendres. Enfin, c'est vraiment une ambiance très très pesante en fait. Et le truc, c'est que on est sorti de cette pièce de théâtre, donc Les Damnés, déjà sonné par ce qu'on venait de voir. Et en sortant en fait du Palais des Papes, tout le monde retrouve son téléphone, le réseau, et on apprend qu'il y a eu un attentat au même moment à Nice. Donc c'était l'attentat de Nice du 14 juillet. Et en fait, là, c'est déjà qu'on était sonné. Là, en fait, ça nous a assommés finalement d'apprendre que la réalité nous avait rattrapés alors qu'on regardait une fiction. Et que tout était assez lié, en tout cas dans le choc et dans le ressenti. Donc c'était un moment assez particulier à vivre, à la fois dur, mais à la fois touchant, parce qu'on a senti la nécessité de tous se rapprocher et de tous être ensemble. Mais le fait qu'il y a quelque chose qui nous touche tous profondément en ce moment, et en plus de surcroît qui fait qu'on s'éloigne tous les uns des autres vu qu'on peut pas se voir, ça fait qu'on a tous envie de se rapprocher et d'être plus proches que jamais. Et voilà en fait. Voilà pour ce 19h de Radio TLA. Vous pouvez, si vous avez aimé, partager, commenter, liker. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez aussi à l'adresse radio@tla-tremblay.fr. Merci beaucoup Anne. À bientôt au théâtre ou ici en Zoom, comme on veut en fait. Merci Vincent. Merci Anne, on se retrouve très vite. On reste ensemble sur Radio TLA. Demain, 19h, un nouvel épisode. Et d'ici là, vous avez tous les podcasts. Très belle soirée et à demain. Salut, ciao. On partez pas, on a oublié de vous dire, on se quitte avec la Yes We Dance d'Embrace Senator, qu'on adore et qu'on embrasse. Allez, on danse. Bonne soirée, à demain 19h. Salut.